7h36, l'heure de l'invité politique d'Adrien Gindre. En toute franchise, vous recevez ce matin Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maud, bonjour Mathilde Panot. Bonjour. D'abord, la fille aînée de François Bayrou, victime de violences dans un camp d'été de Bétarame, c'est ce qu'elle assure à nos confrères de Paris Match et dans un ouvrage qui paraît aujourd'hui. Elle assure n'avoir jamais rien dit à son père. Et hier, François Bayrou a réagi, ça me poignarde le cœur. Est-ce que de votre point de vue, le volet politique de cette affaire Bétarame est désormais clos ? Non, pas du tout. Alors d'abord, je veux dire évidemment mon soutien à Hélène Perland comme aux 200 victimes qui ont maintenant parlé sur le scandale qu'est Bétarame et d'ailleurs d'autres scandales qui se trouvent dans des établissements privés un peu partout dans le pays. Et je crois que c'est une bonne chose que la parole se libère pour qu'enfin des choses changent. Mais ensuite, il y a une différence entre ce qui concerne la famille Bayrou, la relation entre un père et une fille, et le volet politique, ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de la commission d'enquête portée notamment par l'insoumis Paul Vannier, qui est un scandale d'État avec un Premier ministre qui a menti à plusieurs reprises devant la représentation nationale. Encore récemment, un gendarme et un magistrat ont redit que François Bayrou savait lorsqu'il était ministre de l'Éducation, mais aussi président du conseil départemental, donc en charge de la protection de l'enfance. Et c'est ce que nous essaierons de savoir le 14 mai, lorsque François Bayrou sera auditionné sous serment par la commission d'enquête. Mais donc, quand même sa fille dit « je n'ai rien dit, j'ai peut-être voulu le protéger », quand même Alain Esquer, le porte-parole des victimes, qu'on entendra tout à l'heure au micro de Paul Larouturou, pour Bonjour, dit « si François Bayrou avait pu agir, je pense qu'il aurait agi, il ne faut pas organiser de chasse à l'homme ». Pour vous, ces paroles ne comptent pas ? C'est pas une question de chasse à l'homme. Vous savez, par exemple, la fille de François Bayrou dit, par exemple, qu'il était comme n'importe quel parent dans une forme d'omerta qui existait autour de Bétarame. Mais François Bayrou n'était pas n'importe quel parent. Il avait une responsabilité politique de protéger ses enfants. Et je veux vous dire à quel point je trouve révoltant le deux poids, deux mesures qui existe dans notre pays avec Elisabeth Borne qui a annoncé hier vouloir faire appel sur la décision du tribunal administratif qui a réinstauré le contrat d'association entre le lycée Averroès, vous savez, le lycée sous contrat musulman, et l'État, et que c'est révoltant parce que la décision du tribunal dit que c'était discriminatoire. Or, pour Bétarame, il n'y a aucune mesure qui a été prise, et Mme Borne tarde toujours à les prendre, et je trouve ce deux poids, deux mesures révoltant et indigne de notre République, parce que, encore une fois, on voit qu'il y a une différence entre des établissements sous contrat catholique et des établissements sous contrat musulman, et la République ne peut pas l'accepter. Le 14 mai, François Bayrou a dit en effet qu'il répondrait à cette commission d'enquête. Je voudrais qu'on en vienne au cas d'ArcelorMittal, puisque le sidérurgiste hier a fait savoir qu'il envisageait de supprimer environ 600 postes dans 7 sites industriels du nord de la France. Décision difficile à prendre, a garanti la direction, qui s'explique par un contexte global difficile, je cite, depuis plusieurs années, pour l'industrie de l'acier en Europe. Est-ce que vous comprenez ? Mais pas du tout. Il faut que les gens comprennent, qu'ils nous écoutent. Là, ArcelorMittal est en train d'expliquer qu'il va licencier des personnes avec de l'argent public. ArcelorMittal a reçu des centaines de millions d'euros d'argent public et même des promesses d'investissement à hauteur de 830 millions. De quel argent public vous parlez exactement pour qu'on se le crédit impôt recherche, des aides pour l'énergie, donc des 300 millions d'euros d'aides publiques qui ont été reçues par ArcelorMittal. Dans le même temps, ils font des bénéfices avec plusieurs milliards et il y a même 400 millions d'euros de dividendes qui sont distribués aux actionnaires. Donc où est passé l'argent public ? Eh bien, je vais vous dire où est passé l'argent public. Comme pour Sanofi et comme pour beaucoup d'autres industries du pays, ils sont passés directement dans les poches des actionnaires. Et donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Donc, nous n'acceptons pas qu'ainsi on continue à détruire la souveraineté industrielle de la France. Sous Emmanuel Macron, c'est 15 000 emplois industriels qui ont été détruits. Et donc, par exemple, le gouvernement pourrait faire adopter la loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale avec mon groupe parlementaire, qui propose juste d'interdire les licenciements lorsqu'il y a des versements de dividendes ou lorsqu'il y a des bénéfices. On pourrait nationaliser ArcelorMittal. Bref, le gouvernement a les moyens de faire des choses, comme il a les moyens d'ailleurs de faire des choses sur Vancorex, sur lequel 6 000 emplois sont en jeu. Au chapitre social, il y a également cette grève à la SNCF qui est annoncée à l'occasion des ponts du 8 mai. Hier, une réunion était organisée, elle n'a pas permis d'avancer. Fabien Villieu de Sudrail dit que ce sera une semaine noire. De nombreux usagers vont être pénalisés. Est-ce qu'ils le méritent ? Moi, je veux dire merci aux cheminots.
Pourquoi merci? Parce qu'ils se battent non seulement pour le service public, mais aussi contre la fermeture des petites gares. Ils se battent contre les prix des billets qui ne cessent d'exploser depuis des années, puisque les billets de train ont pris 10% en quelques années. Et Là, ça en fait l'occurrence, ils se battent contre les plannings et des primes de travail. Oui, ça fait partie des revendications que portent les cheminots, en plus, effectivement, du fait que, par exemple, vous n'accepteriez pas que si on vous dit de commencer à 3 heures du matin, comme vous le faites pour faire cette matinale, que d'un coup, on vous dise à 21h le soir que finalement, vous commencez à 18h. Vous comprenez que pour l'organisation d'une vie personnelle, c'est insupportable. Est-ce que ça justifie une semaine noire comme elle se profile? Je vais vous dire, la colère des gens, elle doit se tourner contre la direction de la SNCF. La direction de la SNCF a fait, je le rappelle, la SNCF, c'est des profits records, là aussi, 5 milliards sur 3 ans de profits records de la SNCF. Le problème, c'est que la SNCF, ceux qui la font vivre, c'est-à-dire les cheminots, n'ont pas les salaires qui suivent, n'ont pas les conditions de travail, et avec un démantèlement du service public Vous avez noté qui est insupportable. Plus 17% entre 2022 et 2024, des primes pour les JO, encore des augmentations sur les derniers mois. Les salariés de la SNCF ont aussi été considérés. Ce sont des chiffres qui sont donnés par la direction, contestés par les syndicats. Mais je suis intéressée que vous parliez des JO, parce que les JO, il y avait eu aussi un préavis de grève qui avait été donné, et ils avaient réussi, par un dialogue, à éviter qu'une grève puisse avoir lieu. Donc, de la même manière, la direction de la SNCF, c'est sa responsabilité maintenant, doit écouter et répondre aux revendications des grévistes, encore une fois, qui soutiennent le service public. Mathilde Panot, vous n'êtes pas favorable, vous, à, comme en Italie, une loi qui instaure quand même un service minimum pour les usagers qui vont se retrouver bloqués, qui ne vont pas pouvoir partir le pont du 8 mai? Non, je n'y suis absolument pas favorable. Regardez, le 8 mai, c'est 12% des Français et des Françaises qui partent en vacances. 12%, c'est très peu. Pourquoi ? Parce que, notamment, la baisse du pouvoir d'achat depuis des années, plus l'augmentation des billets de train, fait que beaucoup de gens ne peuvent plus partir. Donc, la question qui est posée, ce n'est pas d'attaquer le droit de grève, c'est comment est-ce qu'on réinvestit dans les services publics et comment est-ce qu'enfin, on partage les richesses. Un petit mot de la gauche, puisque Lucie Castec, votre ancienne candidate pour Matignon, invite les chefs de partis de gauche à une réunion le 2 juillet pour préparer une candidature commune à la présidentielle. Est-ce que la France insoumise sera à cette réunion ? Nous, dans le cadre d'une primaire, nous l'avons dit plusieurs fois, nous ne sommes pas favorables à une primaire, notamment parce que dans une primaire, vous parlez à vous-même et non plus au pays. Et je crois que l'heure, aujourd'hui, est à l'action, alors qu'on parle de 40 milliards d'économies. Si on prend sur 2 ans, 2025-2026... Vous ne vous sentez pas concerné par la démarche de Lucie Castec? On pourrait parler de 70 milliards d'économies. C'est comme si on supprimait le budget de l'éducation de l'école publique. Donc, nous disons, l'union, elle se fait dans l'action. Et donc, la question, c'est censure du gouvernement Bayrou, union ou non. C'est la question de s'opposer aux 40 milliards d'austérité, union ou non. Mais pas Bref, discuter c'est d'une ces questions-là candidature qui sont posées immédiatement. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir manifester le 1er mai contre la guerre sociale organisée par ce gouvernement. Un dernier mot. Samedi, le chef de l'État sera aux obsèques du pape à Rome, accompagné des ministres Bruno Retailleau, Jean-Noël Barrot. Est-ce que c'est une présence légitime de votre point de vue ? Écoutez, il y a eu de nombreux hommages, nous-mêmes nous en avons rendu, à un pape qui a fait beaucoup sur la question du peuple palestinien contre le génocide, sur la question des migrants morts en Méditerranée. Donc je crois que des hommages sont bienvenus. Ça ne me choque pas, moi, que le président de la République soit présent à des obsèques de celui qui était aussi un chef d'État. Par contre, je le redis, je ne suis pas d'accord avec les drapeaux en berne. Et je pense là, comme François Bayrou le faisait en 2005, qui lui-même disait que s'il était au pouvoir à ce moment-là, eh bien, il ne mettrait pas les drapeaux en berne. La République n'a pas à rendre hommage au chef de l'Église catholique. Merci à vous Mathilde Panot, merci Adrien Gindre.